Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Enda. Tout d'abord, je vais vous demander de faire preuve d'indulgence parce que je ne suis pas une spécialiste de la communication ni une conférencière professionnelle. Je suis ici parce qu'on m'a invitée à parler de mon parcours qui est étroitement lié à l'esprit critique. Si je devais définir la personne que je suis en quelques mots, je pourrais dire que je suis une solitaire solidaire. Pourquoi solitaire? Parce que depuis toute petite, j'ai toujours ressenti ce sentiment de solitude. Et solidaire parce que je suis une personne empathique et j'ai toujours aimé aider les autres. Si je devais résumer mon parcours en quelques mots, je dirais que c'est le parcours d'une combattante. Pourquoi une combattante? Parce que je me suis toujours battue dans ma vie, comme beaucoup de gens. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le combat le plus difficile, j'allais le mener contre moi-même. Donc je vais essayer de vous résumer en plusieurs parties mon histoire. C'est pas évident, mais en tout cas, c'est l'objectif. Ce que je peux dire, c'est que tout au long de ma vie, cette solitude m'a accompagnée. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je n'étais pas si seule. En fait, j'ai toujours eu un allié fidèle, un compagnon de route qui allait me guider à prendre des décisions importantes dans des moments cruciaux de ma vie. Et ce compagnon de route, devinez comment il s'appelle? C'est l'esprit critique. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est mon fidèle allié. En fait, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire ma naissance. Je suis née à Rouen en 1976. Je suis un enfant de la colonisation. En fait, mes deux parents ont quitté leur pays d'origine contre leur gré. Mon père était algérien. Il a quitté l'Algérie à cause de la guerre d'Algérie, où il a été torturé. Ma mère, tunisienne, a quitté son pays natal à cause d'un mariage forcé avec mon père. Et donc, moi, je suis arrivée en France, à Rouen, en 1976. Je suis née d'un couple mixte, issu d'un mariage forcé. Et on ne peut pas dire que je sois arrivée dans ce monde dans les meilleures circonstances. Très tôt, le mariage a pris fin entre mes deux parents, et donc je suis devenue un enfant du divorce. Donc, étant donné que mes parents n'étaient pas de la même origine, mon père a refait sa vie avec une femme de la même origine que lui, et ma mère a refait sa vie avec un homme de la même origine. Et je me suis retrouvée toute seule au milieu de deux clans, de deux familles. Quand j'allais chez mon père, on disait « tiens, voilà la Tunisienne », et quand j'allais chez ma mère, on disait « celle-là, elle est algérienne ». Donc très tôt, j'ai souffert de ce sentiment de rejet de part et d'autre, et je peux dire que j'ai subi le racisme au sein de ma propre famille. Mais j'ai subi aussi d'autres maltraitances. J'ai subi l'abandon de mon père, quelque part, parce que c'était très compliqué pour lui, qui avait refait sa vie. Et j'ai subi les maltraitances violentes de ma mère. J'ai subi d'autres choses. J'ai subi des abus sexuels, et ça a démarré très tôt, en classe de CP. Mon maître d'école, pendant 2 ans, me faisait subir des attouchements. Puis, à l'âge de 9 ans, je suis partie en vacances en Tunisie, comme chaque année avec ma mère, et là, j'ai subi une tentative de viol par mon cousin. À ce moment-là, ma réaction a été de devenir un garçon manqué. C'était une manière de me préserver du regard des hommes, et aussi une manière de faire comprendre que cette féminité, en fait, était un problème. Donc je ne voulais pas qu'on me considère comme une fille. Je préférais qu'on me regarde comme un garçon parce que j'avais compris très tôt que ça allait être compliqué d'être une fille au sein d'une famille musulmane. En fait, j'aurais préféré être un garçon. Et finalement, malgré cette enfance difficile, j'ai continué mon petit chemin de vie et j'étais une enfant très curieuse, donc je m'intéressais beaucoup à la lecture. Donc je lisais toutes sortes de livres que je trouvais. J'étais passionnée à l'école, j'étais une fille très vive. Et donc tout ça m'a aidée à développer mon esprit critique. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que l'esprit critique allait devenir un véritable allié. À partir de là, à l'âge de 20 ans, je prends une des décisions les plus importantes de ma vie. Quand je pars en vacances en Tunisie, ma mère décide de me marier.
Et pour la première fois de ma vie, je lui dis non, je me révolte et je m'enfuis. Je réussis à fuir un mariage qu'on voulait m'imposer. Finalement, je me retrouve en France et à partir de là, je suis toute seule. Je m'inscris à la fac et donc je décide à la fac de me voiler. Je décide de porter le voile parce que je n'accepte toujours pas cette féminité qui me fait peur. Je considère tous les hommes comme des pervers sexuels et j'ai l'impression que le voile, en fait, va me protéger du regard masculin et va aussi permettre à ma mère de comprendre que sa fille est une fille sérieuse et qu'elle n'est pas celle qu'elle croit. Et donc, à ce moment-là, le voile est une véritable protection parce qu'en fait, je passe du garçon manqué à la fille voilée. Encore une manière de renier ma féminité. Ce qui se passe, c'est que dès que je porte le voile, donc c'est un petit voile, on me met en lien avec un homme qui est salafiste, qui deviendra mon mari. Parce que je pars en vacances en Tunisie et je me retrouve mariée du jour au lendemain avec un homme que je ne connais pas. Il est salafiste et il se présente comme un sorte de guide, de sauveur. Il m'explique que le vrai islam, c'est le salafisme. Et à partir de là, donc, je deviens une épouse et rapidement une maman. Je sors de la vie d'adolescente pour devenir aussitôt une épouse, une femme soumise et une maman. En fait, je peux dire que c'était aussi quelque part une manière de fuir ce passé, de me réparer d'une enfance qui a été abîmée et fragilisée. J'étais une proie facile à ce moment-là. Et c'est pour ça, quelque part, que j'ai fait aussi ce choix, parce que j'aurais pu m'enfuir, mais j'ai accepté la servitude volontaire. Et donc, je me retrouve rapidement maman et enfermée, coupée du monde pendant presque 10 ans, sans télé, sans radio, plus aucune sortie. En fait, mon ex-mari m'explique que la société mécréante est notre ennemi, les mécréants, les juifs, tous ces gens-là, ce sont nos ennemis. Et rapidement, je suis embrigadée et je crois à tout ça. Donc, je deviens moi-même tout ce que je ne voulais pas être, finalement. Une personne qui a de la haine pour les autres, une personne intolérante, parce qu'on a l'impression qu'on fait partie du groupe sauvé et que cette vie ne vaut rien, que cette vie est la prison du croyant pour les salafistes et qu'il faut préparer sa vie après la mort. Et pour ça, il faut obéir totalement à son époux et être en totale soumission, ce que j'accepte. Et donc, pendant toutes ces années, donc je suis maman, j'élève mes enfants, et je suis une épouse dévouée, totalement soumise, et mon esprit critique est en sommeil. Jusqu'au jour, presque 10 ans après le mariage, il y a un sursaut, il y a un déclic. Ce déclic, c'est une question que je pose à mon mari, parce que je suis toujours aussi curieuse. Et là, je demande à mon mari, est-ce que le djihad est obligatoire ? Et mon mari me dit, oui, bien sûr que le djihad est obligatoire. Je lui dis, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que nos 2 fils devront aller faire le djihad un jour ? Il me dit, bien sûr. Je lui dis, mais attends, et toi, pourquoi tu ne fais pas le djihad si le djihad est obligatoire ? Pourquoi tu ne vas pas aller sauver ces pauvres enfants qu'on voit en sang en Palestine contre les Juifs qui les assassinent ? Et il me dit, mais non, le djihad est obligatoire, mais moi, je ne peux pas, je dois m'occuper de ma famille. Et ensuite, je lui dis, et pour notre fille ? Alors il me dit, mais notre fille portera le voile à l'âge de 7 ans, et on la mariera à 14 ans. Et ce soir-là, je n'ai pas dormi de la nuit, parce que toute la nuit, je me suis dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas porté mes enfants 9 mois pour en faire des djihadistes, pour en faire de la chair à canon. Et je n'ai pas envie que ma fille porte le voile à 7 ans, soit mariée à 14 ans et subisse ce que moi j'ai subi. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une sorte de réveil et que je me suis dit, mais il faut absolument que je fasse quelque chose, je ne peux pas continuer comme ça, parce que nous avions prévu de partir en Arabie Saoudite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où mon mari est parti au consulat d'Arabie Saoudite pour faire les papiers pour le départ définitif en Arabie Saoudite, eh bien, j'ai eu un vrai sursaut. J'ai pris mes 3 enfants, j'ai pris un taxi, j'ai pris quelques affaires, et je suis partie à 7h du matin sur la route de la liberté. Je suis partie à Rouen pour retrouver ma liberté. Et j'ai retrouvé ma liberté à partir de ce jour-là. J'ai eu le divorce 1 an après. Ça a été compliqué parce que mon mari me menaçait. Il me disait que chez nous, une femme ne devait pas demander de divorce et que si elle osait faire cela, il fallait qu'on la tue. Elle méritait d'être égorgée. Ma famille m'avait tourné le dos parce que chez nous, ça ne se fait pas de divorcer. Et donc, je me suis retrouvée toute seule
avec 3 enfants, avec le voile, comme une sorte d'handicapé social. Je ne connaissais pas les codes de la société. Je découvrais un monde que je ne connaissais pas avant, puisque j'avais passé ma vie enfermée, au début chez ma mère, et ensuite un mari qui était devenu mon geôlier dans une prison à ciel ouvert. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'ai l'impression de conduire une voiture sans permis, et je ne sais pas où je vais. Donc c'est très compliqué, parce que je sombre rapidement dans la précarité. Je n'ai jamais travaillé de ma vie, je porte le voile, je n'ai aucune confiance en moi. Et rapidement, ma situation se complique, je tombe dans la déprime, je suis isolée, et puis finalement je perds la garde de mes enfants parce que j'ai des problèmes de santé. Et pendant 2 ans, mon ex-mari m'empêche de voir mes enfants. Il réussit à me séparer de mes enfants, et là je sombre, je coule littéralement. Je n'ai plus aucun goût de vivre. Et en fait, dans un geste de désespoir, je finis par aller voir une assistante sociale. Et je lui demande: Madame, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver mes enfants? Et elle m'explique: en fait, pour retrouver vos enfants, c'est simple. Il faut avoir un appartement. Pour avoir un appartement, il faut avoir un travail, des fiches de salaire. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je comprends que le voile est une barrière, que je ne pourrais pas continuer comme ça. C'est compliqué en France de trouver un boulot avec le voile. Quand je sors dans la rue, je me sens rejetée par les regards des uns et des autres. Je suis rejetée par ma propre communauté, les salafistes. Et finalement, je décide de me faire violence dans un geste d'amour envers mes enfants pour pouvoir les retrouver. Et je retire ce voile, et finalement, je me rends compte qu'en fait, d'avoir retiré le voile, c'est un mal pour un bien, parce que grâce à ça, je trouve rapidement un emploi, et je me resociabilise, et je commence à réapprendre à vivre normalement. Je travaille, je gagne mon premier salaire, et je commence à retrouver une estime de moi. C'est-à-dire que je me dis: je suis capable de faire quelque chose, de gagner mon propre argent, et en plus, je commence à avoir des amis. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je gagne ce pari parce que je m'étais juré de retrouver mes enfants. Et en 2011, je retrouve la garde de mes enfants. Et dans la foulée, je trouve un travail. Je suis recrutée au ministère de la Justice comme greffière. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je me pose beaucoup de questions. Parce que pendant les 2 ans où je n'ai pas eu mes enfants, j'ai fait beaucoup de recherches pour combler le vide de l'absence de mes enfants. Je faisais des recherches un peu partout, notamment sur le net, sur les réseaux sociaux, sur différents sujets qui m'intriguaient. Sur le complotisme, sur le salafisme, sur la servitude volontaire ou encore la malbouffe. Et en fait, tout ça, ça a permis de réveiller mon esprit critique, encore une fois. Et finalement, un jour, je me dis, je suis pas bien, je ne peux pas continuer comme ça, je dois trouver une solution parce que je culpabilise d'avoir retiré le voile. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me tourne vers un homme que je considérais comme le porte-parole des musulmans modérés en France, une sorte de guide pour moi. Et malheureusement pour moi, ce guide allait rapidement devenir mon bourreau, puisque j'ai malheureusement subi un viol auquel je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que cela m'arriverait à moi. J'étais encore une proie à ce moment-là. Et ce qui se passe après, c'est que je garde le silence parce que je culpabilise et j'ai honte. Et je sais que personne ne me croira. Et je me dis que c'est moi la responsable. Et puis, il y a quelque chose d'important qui se passe et qui change ma vie, encore une fois. C'est les attentats du Bataclan. À partir du moment où il y a eu les attentats du Bataclan, il y a eu un grand sursaut. Je réalisais à quel point le salafisme pouvait être un danger pour ce pays, pour les gens, pour moi, pour tout le monde, pour mes enfants. Et finalement, je me dis, je dois prendre ma responsabilité et je dois parler. Je dois dénoncer parce que je connais le salafisme de l'intérieur. Et à ce moment-là, je décide de prendre la parole publiquement, de dénoncer le salafisme, de dénoncer le terrorisme, de dénoncer le voile imposé et de parler de tous les sujets qui me révoltent. Et là, je tombe rapidement dans une spirale médiatique. On me propose d'écrire mon histoire dans un livre et on me propose de parler et de lancer une association. Je lance une association que j'appelle Libératrice parce que mon objectif, c'est d'aider les autres femmes. Et finalement, je suis ultra médiatisée et puis, au bout d'un moment, il y a l'affaire MeToo. Et MeToo, c'est cette grande vague de libération de la parole des femmes victimes d'abus sexuels. Et à ce moment-là, je décide de prendre la parole et de briser un tabou dans la communauté musulmane, c'est le viol.
je donne le nom de mon agresseur. C'est une personne connue, un prédicateur connu. Et à ce moment-là, je suis emportée dans un tourbillon médiatique. Je suis menacée de mort, je suis harcelée, et puis il y a des centaines, des milliers de personnes qui me soutiennent et qui me trouvent courageuse. Et à ce moment-là, je me forge un personnage de victime, c'est-à-dire que je continue à parler de moi, mais en tant que victime, parce que j'ai besoin de cette reconnaissance de mon statut de victime. Et au bout d'un certain temps, je fais le tour des plateaux télé, le tour des médias, je côtoie des politiques, des journalistes, et ce monde-là, et je me dis, j'espère que ces gens-là vont m'aider. Mais malheureusement pour moi, encore une fois, c'est une désillusion. Je suis très déçue parce que les choses n'avancent pas. Je ne suis pas heureuse, et puis on ne m'aide pas à faire avancer mon association. Et en fait, je me rends compte que c'est parce que, tout simplement, j'étais encore dans ce statut de victime qui avait besoin du soutien extérieur. Et finalement, ça a été un déclic pour moi parce qu'à un moment donné, j'ai fait les bonnes rencontres, j'ai fait encore mon autocritique, et ça m'a permis de comprendre que le problème venait de moi et pas du monde extérieur, et que les solutions allaient venir de moi et pas du monde extérieur. C'est à ce moment-là que je décide de changer mes croyances, de changer mes automatismes, de faire un travail de résilience, une réparation qui va me permettre d'avancer, qui va me permettre de savoir qui je suis et ce que je veux faire de ma vie, et comment y arriver. Et à ce moment-là, je réalise que les choses commencent à avancer enfin. Et je me dis que si moi, j'ai pu le faire, ça peut marcher pour les autres. Et en fait, tout ça m'a permis de comprendre qu'au cours de ma vie, je me suis toujours battue contre le monde entier. J'ai toujours été dans cette position de victime et je me suis rendu compte qu'en fait, le combat le plus complexe, le combat le plus difficile, le combat le plus important de ma vie, c'est pas contre les autres, c'est contre moi. Contre toutes ces croyances, contre tous ces automatismes, contre cette victimisation, en fait, qui faisait de moi une personne qui était inférieure à ce que je pouvais être. Et donc, j'ai décidé de changer, j'ai décidé de devenir une meilleure version de moi-même, et j'ai compris que ce travail ne pouvait venir que de moi-même, et pas du monde extérieur. Et que finalement, toutes les rencontres que j'ai faites, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, en fait, elles ont été utiles parce que en fait, j'ai jamais perdu, j'ai toujours gagné. Parce que, en fait, on perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Voilà.